Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent. Bon vendredi à vous, qu'Allah exauce vos prières et vos vœux. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le dernier round de cette semaine. Alors, ça promet puisque nous allons parler de lutte contre le paludisme avec le secrétariat permanent pour l'élimination du palud au Burkina Faso. On sera avec Dr Sorgo pour justement savoir comment on peut éviter le paludisme puisque c'est la période. On va vous donner les conseils nécessaires. Plus tard, on sera aussi en compagnie d'un promoteur d'événements. Il est burkinabé mais réside à Paris, en France. Il fait la promotion donc de cette journée qui vise à rassembler et renforcer les liens donc des burkinabés vivant à Paris et des burkinabés de la diaspora en général. On va parler donc de son événement à travers cette émission. Plus tard, on aura droit à la chronique question de droit, disons sécurité routière, puisque c'est vendredi aujourd'hui, c'est la chronique sécurité routière. Et aujourd'hui, justement, on s'intéresse aux causes des accidents de la circulation. On mettra le point sur l'alcool, qui est une des causes importantes. Ça sera tout à l'heure avec M. Nema Palemfo, qui est formateur à Victoire Auto-École. Et Honoré Onadia sera là pour clore l'aventure, puisque c'est lui qui nous donne les événements à visiter tout au long du week-end. Alors, merci, puisque ça promet d'être une émission bien fournie en informations et en découvertes. On vous propose et on vous exhorte à ne pas zapper. Restez avec nous jusqu'à 9h00. C'est en ce moment-là qu'on se dira au revoir. Donc, en attendant, faisons place à la première rubrique. La première rubrique, c'est à la découverte de les pics de Sendou. Que nous avons visité ces pics de Sendou-là pour vous. Et plus précisément, Ruben Wilson Kodio, notre journaliste sportif, à l'occasion d'une des sorties organisées par l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Il a visité ces pics de Sendou-là pour nous, puisqu'il a interrogé aussi que ce soit les guides touristiques, mais également des journalistes sportifs qui étaient des visiteurs du jour. Donc, on va écouter les témoignages et on revient. C'est une des cases que vous voyez sont les décors d'un film qui a été tourné ici en 1994 par le cinéaste Dani Kouyaté. Et comme on dit bien que le site avait été habité par la population de Sendou, il y a beaucoup qui pensent que c'est les vrais restes du village qui sont là, alors que non, c'est les décors du film. Il avait été fait en 1994 par le cinéaste Dani Kouyaté. Et le titre du film, c'est L'héritage du griot ou Soundiata Keita. Un film africain qui a eu grand succès à l'époque au FESPACO. Pour ceux qui ont eu la chance de regarder une fois ce film, c'était tout juste là que Soundiata a pris ses appuis sur les bâtons pour pouvoir se tenir debout dans le film. Voilà. Donc, en 1994. Voilà. Et dans ce film aussi, on avait essayé de représenter un peu la culture sénifo. Puisque bien avant, en pays sénifo, les maisons carrées ou rectangulaires que vous voyez de l'autre côté étaient réservées uniquement qu'aux hommes. Pendant que les cases rondes étaient destinées aux femmes, car les cases rondes donnaient les signes de fécondité, la rondeur. Et on trouvait toujours des poteries au niveau des murs. Il y avait un canari renversé tout juste au niveau du mur ici, tout juste à l'entrée officielle. Et ces poteries servaient d'abriter les fétiches protecteurs de la famille royale, comme c'était de l'animisme total en son temps. Mais on en trouvait d'autres aussi qui servaient d'issue de secours. En cas d'attaque, au lieu de faire tomber les murs, il fallait casser ces poteries et puis sortir immédiatement par ces trous. Parce que tout pouvait arriver à tout moment et il fallait tout prévoir. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de représenter ici. En fait, l'histoire de Soundiata Keita s'est passée au Grand Manding à l'époque. Mais on a trouvé que Sendou est un lieu propice pour ce film. Ils sont venus reconstruire le film ici en 1994. Voilà. Mais comme Sendou faisait partie de l'Empire Manding en son temps, donc l'un dans l'autre, ça devient encore, voilà. Donc c'est ici que le film avait été tourné et les griots étaient sur ces pics-là pour annoncer la naissance de Soundiata Keita. Voilà. La plupart de ces acteurs même étaient ceux de Sendou, la population de Sendou qu'on a fait le film là. Voilà. En fait, quand nous parlons du pays sénifo, c'est l'Empire Manding à l'époque, qui partait du Mali actuel, d'une grande partie du Burkina Faso en allant vers Bobo Dioulasso, continuait vers Dédougou et s'étendait encore même jusqu'au grand nord de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qu'on appelle le pays sénifo. Voilà, parce que nous avons à peu près les mêmes cultures. Et sachez bien que
Et ce village de Sendou avait été créé vers le début du XIVe siècle par des Sénéfos qui avaient quitté le sud de l'actuelle République du Mali au cours de la guerre tribale entre les Toucouleurs et Bambara à la recherche d'une terre propice à la vie humaine et à l'agriculture. Comme vous le savez bien, les Sénéfos sont des grands agriculteurs et si ce n'est pas maintenant, le pouvoir ne les intéressait même pas. C'est des gars qui couraient toujours à la recherche des terres fertiles, avoir beaucoup à manger et lorsque les greniers sont pleins, c'est-à-dire si les récoltes sont bonnes pendant la saison sèche, on ne passe qu'aux funérailles et au mariage. Les vieilles personnes qui ont rendu l'âme, on essayait de les rendre hommage en organisant des cérémonies de danse, des balafons ou des masques presque pendant toute une semaine. Sénéfo qui n'est pas de nature agressive, mais très défensif. Un vrai Sénéfo, il n'aime pas attaquer. Mais si tu l'attaques, alors il se défend très bien. Ils sont très accueillants aussi. C'est pourquoi à chaque fois si vous traversez un village Sénéfo et que vous faites bien la remarque, vous allez constater qu'il y a toujours des greniers au bord de la route. Cela a une signification. C'est pour dire que même si vous restez chez nous, vous aurez de quoi à manger, en fait de l'hospitalité. Voici un peu les Sénéfos. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Elhadj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Bonjour Elhadj. Bonjour Abdeta, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Alors, on commence avec le pays. Ok. À la une du journal Le Pays, Maître Herman Yamoyogo, à propos de la situation nationale, activons le moteur de la réconciliation nationale pendant qu'il est encore temps. Cohésion au sein des forces armées nationales, la troupe et la hiérarchie se rencontreront le premier jeudi de chaque mois. Alpha Omar Dissa, professeur titulaire en énergie solaire et thermique à l'université Joseph Kizerbo, le secteur de l'énergie est avant tout un secteur qui repose sur la planification. Élection à la présidence de la FBF, Ousmane Bouli annonce sa candidature. ActuFoot, le Burkina, le Sénégal, le Malawi et le Burundi dans le groupe L. Popuri, commune de Ouaga, de fortes pluies attendues du 2 au 6 juillet 2024. Semaine de Poko, les 4 problèmes que rencontrent les femmes très attirantes. Intéressant comme sujet. Certainement. Et nous poursuivons donc avec cette fois-ci Sidoaya, le journal de tous les Burkinabés, à la une de Sidoaya, ministère en charge de la communication, une séance d'aérobic pour débuter la saison sportive 2024. Nouvelle du front, des terroristes bombardés intensivement sur une colline de la boucle du monde. Chronique, le noir et le blanc. Actionnariat populaire, une unité d'exploitation semi-mécanisée de l'or, opérationnelle dans 8 mois. Coopération militaire, le président du Faso échange avec des stagiaires de l'école d'état-major national de Kolikoro, c'est au Mali. Lutte contre la fraude, 345 cartons de mayonnaise périmés saisis. Exploitation de l'or dans les cascades, un site illégal découvert à Diarabakoko. Et nous poursuivons avec aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, éliminatoire Cannes 2025, groupe abordable pour les étalons, mais attention, coopération militaire, IB échange avec la 36e cuvée des stagiaires de l'école d'état-major national des Kolikro. Droit de sol, grand remplacement, migration, l'Afrique au cœur des législatives françaises. Les Waïens promettent une statue d'IB au rond-point des Nations Unies. Brainstorming de l'armée chaque premier jeudi du mois. News du VSD, donc Michel Obama, plan B des démocrates, s'interroge. Le quotidien Joao Lourenço, proposé par Ouattara comme médiateur au Sahel. Nous terminons avec l'observateur Palga, à la une donc de l'Obs, les doyens des quotidiens, lettre ouverte au président Traoré, le Bindou de la honte plutôt. Lutte contre le terrorisme, fin de formation, le 32 VDP de la présidence. Une lettre pour l'AI, ALT, les bénéficiaires au parti présent aux assises nationales Liberté pour Maître Cam. Rendez-vous à la cour d'appel Horizon International, victime du bras de fer Erdogan-Goulen, s'interroge les quotidiens. Midebdo, dans le sud-ouest, une mine semi-mécanisée, bientôt fonctionnelle. Sommet des chefs d'État de la CEDEAO, les dossiers AIS, complats
résistance, s'interroge encore le journal. Merci bien Elage pour la lecture de ces titres et on revient sur quelques sujets. On parle de l'armée pour commencer et surtout la cohésion au sein de l'armée burkinabé. Absolument, il faut donc dire que c'est parti de cette montée des couleurs qui a eu lieu donc au niveau du camp de Paspanga, camp de la gendarmerie de Paspanga, où on a vu donc le chef d'état-major, bien sûr le ministre de la Défense d'abord, ministre d'État, ministre de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, accompagné du chef d'état-major, général des armées, donc procéder à la montée des couleurs dans ce camp de la gendarmerie. Et nous avons vu dans les images l'ensemble des corps participer à cette cérémonie. Et d'après donc les informations et les propos qui ont été tenus, ça sera bientôt inscrit comme une activité mensuelle, c'est-à-dire trouver un canal entre la hiérarchie militaire et les troupes, et la troupe donc, pour essayer de revenir sur certains dossiers, sur certaines informations souvent, car si la communication n'est pas établie, alors c'est la porte ouverte aux rumeurs, c'est la porte ouverte aux suspicions. Donc je pense que c'est une bonne initiative qui a été, n'est-ce pas, prise par la hiérarchie militaire pour garder toujours la langue avec la troupe. Nous sommes dans un monde où la désinformation bat son plein. Et si une information erronée n'est pas démentie à temps, alors elle risque d'être vraiment celle qui va être la cause de beaucoup de troubles sociaux, etc. Nous avons certainement vu il n'y a pas très longtemps cette campagne médiatique orchestrée par des médias internationaux pour parler donc d'une grogne au sein de l'armée, d'une méfiance, etc. Donc s'il y a des actes de ce genre qui sont posés, alors ces actes-là peuvent naturellement nous rassurer de la bonne cohésion entre les forces armées nationales, parce que de leur cohésion et de leur entente dépend de la lutte, la lutte contre le terrorisme. Si ceux qui sont au front, ceux qui sont donc amenés à défendre la nation, si entre eux il y a une mésentente, alors cela va se ressentir donc dans les actions quotidiennes. Donc vraiment c'est une très bonne initiative que de voir chaque fois la hiérarchie communiquer avec le reste de la troupe. C'est ce qui est attendu effectivement du commandement, de la hiérarchie, parce que ça va non seulement rassurer la troupe, mais aussi donner une bonne image au sein de l'opinion publique. Parce qu'actuellement, il faut donc dire que le peuple burkinabé soutient son armée. Et ce soutien-là doit également doit rejaillir également au niveau donc des soldats, des forces armées nationales, parce que sans cette cohésion, sans ce soutien, il est difficile de, bien sûr, remporter cette lutte contre le terrorisme. On passe au deuxième sujet, les présidents Ibrahim Traoré et Assimi Goïta attendus à Niamey. C'est ce qui est donné comme information sur certains médias sérieux, même si au niveau donc du Burkina Faso, je ne suis pas tombé sur une information officielle de cela. Mais déjà au niveau de Niamey, il y a des leaders d'opinion, des OSC qui appellent déjà les populations à sortir au niveau de l'aéroport de Niamey pour accueillir le président Assimi Goïta et le président Ibrahim Traoré. Il faut donc dire que si cela est avéré, je pense que c'est avéré, c'est pour anticiper, selon mon analyse, le sommet de la CEDEAO qui aura lieu bientôt et qui sera consacré à l'AES. Vous savez très bien que depuis que les trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO, les dirigeants donc de la CEDEAO, ou ceux qui sont restés, ne dorment plus le point fermé, parce que les trois pays, quoi qu'on dise, sont quand même des pays qui avaient leur rôle important à jouer au sein de la CEDEAO. Et de voir ces trois pays-là claquer la porte donc de la CEDEAO, cela a certainement eu un coup dur pour cette organisation. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est là aussi on voit les différentes médiations qui ont été initiées ça et là. Et nous venons donc de voir que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a demandé à son homologue angolais de plaider pour le retour donc de ces pays-là
au sein de la CEDEAO. Mais je pense que c'est une sortie définitive. Hein. Il n'y a pas de retour possible parce que lorsqu'on écoute les différents responsables de l'AES, que ce soit les chefs d'État ou les ministres en charge des affaires étrangères, on se rend compte que le mal qui a été fait à ces pays-là est tellement profond que y retourner sera du suicide en fait, en quelque sorte. Donc, en prélude donc à cette rencontre de la CEDEAO, c'est donc 3 dirigeants qui se sont jamais rencontrés, les 3 en même temps, vont donc se réunir à Niamey. Je pense que c'est demain. Et que finalement, pour certains analystes, de cette rencontre au sommet, va donc sortir des résolutions qui vont booster naturellement cette alliance des États du Sahel. Et pourquoi pas, nous allons peut-être assister à la naissance officielle de la Confédération des États du Sahel. Pourquoi pas, parce que jusqu'à ce niveau, les ministres en charge des affaires étrangères se sont réunis à plusieurs reprises, les ministres en charge de la défense se sont réunis, les ministres en charge de l'économie et des finances se sont réunis. Donc il reste maintenant ce qu'on appelle le collège des chefs d'État qui doit se réunir. Donc si demain effectivement cela a été vraiment sera, donc comme le disent beaucoup de médias sérieux, si cette rencontre-là a lieu finalement donc à Niamey, ça va naturellement aider à booster davantage cette alliance des États du Sahel. Il y a des gens qui sont impatients, qui demandent quand est-ce la monnaie va sortir. Et selon donc d'autres informations, c'est très avancé. On attend peut-être certains derniers réglages avant donc de procéder à l'annonce officielle de la naissance de cette monnaie. Il faut donc dire qu'on ne pouvait pas axer cette alliance sur la question de la sécurité et sur la question de la défense tout en oubliant l'aspect économique. Nous savons très bien que même quand on regarde sur la cartographie mondiale, la plupart des pays qui sont militairement puissants sont des pays qui sont également économiquement puissants. Donc les deux vont ensemble. Parce que sans une véritable puissance économique, il est difficile de pouvoir s'équiper conséquemment, de pouvoir suivre les formations, le recyclage du personnel militaire et des forces paramilitaires. Donc les deux vont ensemble. Si naturellement l'AES met l'accent sur la défense commune, sur la sécurité, elle doit également penser à asseoir une bonne architecture économique viable pour les 3 pays. Merci bien Elage pour ces analyses. Merci. À présent, nous allons tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Émile Sorgo. Il est conseiller de santé au département de prise en charge et prévention médicamenteuse au niveau du secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme. Bonjour à vous, Monsieur Sorgo. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue. Comment allez-vous? Ça va bien. Okay. Merci à vous de répondre à notre invitation et à travers vous, on salue tout le personnel donc, du SP Palu. Alors, on commence d'abord par la présentation de cette structure qui vise à éliminer le paludisme, le SP Palu. Merci, Madame. D'abord, nous tenons à remercier le PDG du moins de Savane Média et son personnel, et particulièrement à vous, Madame Nikema, pour l'occasion que vous nous offrez de parler du paludisme et aussi de notre secrétariat permanent. Le secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme est l'organe technique chargé de la coordination, de l'appui technique et du suivi, évaluation de l'ensemble des interventions entrant dans le cadre de l'élimination du paludisme. Il a été créé le 19 juillet 2022 et comprend 6 départements. Okay. Les 6 départements sont, il y a le département chargé de la lutte antivectorielle, le département chargé de la prise en charge et de la prévention médicamenteuse,
le département chargé de la planification, suivi, évaluation et la recherche, le département chargé de la gestion des approvisionnements et des stocks, le département de l'administration et finances et enfin le département de la communication. De la communication. Et vous, vous êtes du département de prise en charge et prévention médicamenteuse. Votre particularité au sein de ce département, votre travail au sein de ce département, c'est quoi? Au sein de ce département, nous nous occupons de la prise en charge des cas de palu, de la prévention par les médicaments et aussi de toutes les activités que mène le SPE palu. Ok. Donc, vous êtes là quand il faut s'organiser pour éviter même d'avoir le palu. Et d'accord, prévention, mais surtout par les médicaments. Donc, on va parler de la distribution des médicaments tout à l'heure. Monsieur Sorgho, pour revenir au paludisme en lui-même, une maladie qui existe en tout cas au Burkina Faso depuis bien longtemps, pas qu'au Burkina, mais dans d'autres pays aussi, surtout en Afrique. C'est quoi le paludisme? Merci. Disons que le paludisme est une maladie infectieuse qui est due à un parasite qui est transmise à l'homme par la piqûre d'un moustique, surtout l'anophèle femelle, infecté. J'ai dit bien infecté parce que si l'anophèle femelle n'est pas infecté, il ne transmet pas la maladie. Ok. Infecté. Infecté. Donc, et parlant donc de paludisme, aujourd'hui il y a le retour en fait de cette maladie qu'on appelle la dengue, que les gens confondent souvent au paludisme. C'est quoi la différence? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? La dengue est une maladie virale. C'est dû à un virus. Alors que le palu, c'est dû à un parasite qu'on appelle Plasmodium. Donc, ils ont à peu près les mêmes signes cliniques, mais ce n'est pas le même parasite qui transmet. Et ça ne se traite pas de la même façon? Ça ne se traite pas de la même façon parce que le virus, c'est un traitement symptomatique au niveau de la dengue, alors que au niveau du paludisme, il y a des médicaments qui peuvent éliminer le parasite. Donc c'est par abus de langage que les gens disent palu-dengue. Oui, c'est par abus de langage. La dengue est à part et le paludisme est à part. Ok. Donc maintenant, revenons au palu. Si on devrait faire l'état des lieux du paludisme actuellement au Burkina Faso, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Actuellement, on peut dire que le paludisme demeure toujours un problème majeur au Burkina Faso. Et si nous regardons un peu les chiffres, en 2022, il ressort que sur 100 malades qui consultent, 42 sont dus au paludisme. Et sur 100 malades hospitalisés, plus de 51 sont dus au paludisme. Et concernant les décès, sur 100 malades décédés, malheureusement, il y a plus de 13 à 14 dus au paludisme. Et notons que le palu touche plus les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Et pour donner les chiffres, toujours en 2022, plus de 184 016 enfants ont été notifiés comme paludisme grave, les cas de paludisme grave. Et sur les 184 016 cas de paludisme grave, malheureusement, on a eu 2925 cas de décès. C'est les femmes enceintes courant la même année, on a eu 31 304 cas de paludisme grave et malheureusement 37 sont décédés. Voici ce qu'on peut dire concernant les chiffres sur le paludisme au Burkina Faso. Wow. Ça veut dire que le palu continue malheureusement de tuer, donc il faut se protéger. Alors, vous avez parlé donc de la transmission aussi du paludisme par un moustique. Est-ce qu'il y a d'autres causes, notamment peut-être humaines, qui peuvent conduire au paludisme, qui peuvent amener le palu?
D'autres causes, c'est trop dire. Sinon, le palu est causé par un groupe de parasites appelé couramment Plasmodium, dont le plus rencontré dans notre contrée est le Plasmodium falciparum. Et c'est ce Plasmodium-là qui cause les cas de paludisme grave. Maintenant, le problème, c'est le vecteur. Puisqu'il est transmis par un moustique, l'anophèle femelle, qui se développe dans les eaux stagnantes. Voilà. D'où l'action humaine maintenant. D'où l'action humaine pour éliminer cette population de moustiques-là et diminuer les cas de transmission. Puisque les agents de santé n'arrêtent pas de marteler que, surtout pendant ces périodes de pluie-là, il faut veiller à évacuer tout ce qui est eau, à ne pas laisser des récipients contenant de l'eau dans la maison, parce que ce sont des nids de moustiques, ne pas laisser les eaux usées, donc stagner quelque part. Donc, ça, c'est l'action humaine. Oui. Actuellement, je pense que le département de lutte antivectorielle s'occupe de ce volet-là. Et si vous avez remarqué cette année, lors de la prévention du paludisme saisonnier, on est associé la destruction des gîtes larvaires. Et ce sont ces eaux stagnantes dans différents récipients que nous trouvons dans les concessions. Et cette sémioprophylaxie-là a mis l'accent cette fois-ci sur l'identification et la destruction de ces sites avec les chefs de ménage. Avec l'accord, bien sûr. Ça fait partie de la stratégie. Ça fait partie on va voir les autres stratégies plus tard. Concernant revenons à la population, en cas de paludisme, quelles sont les difficultés que ces populations rencontrent? En cas de paludisme, surtout pendant la période de haute transmission, qui est la saison pluvieuse. Donc cette saison, oui. Donc souvent, les populations sont confrontées à l'accès aux soins. L'accès aux soins, je vais dire par là, souvent il y a la prise en charge qui constitue un problème pour la population. Il est bien vrai que l'État a bien fait en adoptant la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, mais le reste de la population constitue toujours une charge pour cette population-là. Et c'est surtout les dépenses en médicaments. Voilà. Il y a d'autres problèmes liés aussi à l'accessibilité géographique de certaines formations sanitaires. Vous savez que quand il pleut, il y a le problème de route qui se pose. Il y a souvent des mares qui empêchent certaines populations, surtout en milieu rural, de rejoindre les services de santé. Oui, donc ce sont des difficultés à prendre en compte. Parlons de stratégie maintenant, Monsieur Sorgho. Quelles sont les stratégies du SP Palu pour cette saison? Les stratégies de lutte pour l'élimination du paludisme au niveau de notre secrétariat permanent se regroupent en 5 stratégies, si je puis le dire. Et à commencer d'abord par la lutte antivectorielle. Et dans cette lutte antivectorielle, il y a la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, qui permet de protéger la population contre les piqûres des moustiques. Il y a également la Restons sur justement les moustiquaires. Ça se passe chaque combien d'années? Rappelez-nous. La distribution est faite de 2 manières. Il y a la distribution en routine pour les femmes enceintes, les enfants de moins d'1 an et les enfants de moins d'1 an, les femmes enceintes. Et aussi, souvent, maintenant, on a commencé à donner les moustiquaires dans les internats. Ok, ça c'est pour la distribution régulière. Maintenant, pour la distribution générale de la population. Pour la distribution générale de la population, ça se passe tous les 3 ans. D'accord. Et je pense que c'est en 2025 qu'il y aura une distribution de masse. D'accord. Donc je vous laisse poursuivre avec la stratégie. Ouais. Donc, en plus de l'utilisation des mildas, il y a la destruction des gîtes larvaires, comme je l'avais parlé, au sein des domiciles.
Ensuite, il y a aussi la pulvérisation intra-domiciliaire qui est faite. Et pour terminer, pour cette lutte antivectorielle, il y a aussi la promotion de l'assainissement du cadre de vie. Oui, ça c'est vraiment la sensibilisation auprès des populations. Oui. Dans le domaine de la prévention, nous pouvons parler de la sémioprévention du paludisme saisonnier. Ça consiste à administrer un traitement complet des enfants de 3 à 59 mois et par mois durant toute la saison pluvieuse. On a commencé le 28 juin dans les districts où la saison s'installe tôt et à partir du 26 juillet, on va commencer le deuxième passage ou le passage 1 pour ceux qui n'ont pas fait le P0. Okay. Et ça concerne l'ensemble de tous les districts du Burkina. Et ensuite, il y a... Et je ne vous coupe pas, mais on reste sur les médicaments également. On va évoluer au fur et à mesure. Oui. Pour les médicaments, parce que vous êtes de ce département-là, oui, la prévention médicamenteuse. Et bon, il y a beaucoup de dires ou de préjugés concernant ces médicaments. Il y a des femmes même qui prennent, qui ne donnent pas à leurs enfants ou qui ne prennent pas du tout parce qu'ils se disent que les médicaments ne sont pas de bonne qualité. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Les médicaments sont de bonne qualité. Et les médicaments utilisés dans le cadre de la CPS suivent les mêmes règles que les médicaments qui sont vendus dans les pharmacies. Et ces médicaments sont gérés par la CAMEG. Et tout médicament qui entre dans notre pays est soumis à un contrôle. Okay. Contrôle de qualité, je vais dire. Donc, on ne peut pas dire que ces médicaments-là ne répondent pas ou ne sont pas bons. Maintenant, quand certains enfants prennent et il y a des effets secondaires, après les vomissements viennent ou ils vont au sel, qu'est-ce qui provoque ça? Je pense que ça fait partie des effets secondaires. Et tout produit, tout médicament a des effets secondaires. Même le simple paracétamol que vous prenez, il y a d'autres qui présentent des effets secondaires contre ce produit-là. Et notons que pour mettre en place ou pour accepter un médicament dans un pays, il y a un centre où il y a des gens qui font la recherche pour voir est-ce que le médicament est bien indiqué et peut aider la population. En fait, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que les médicaments sont... C'est pas comme si on les a amenés comme ça juste pour... Voilà. Ça a été quand même réglementé. Justement. Et quand on met en place la CPS, on sensibilise et on forme les distributeurs communautaires sur les effets secondaires. Okay. Et chaque fois qu'il y a des effets secondaires, ils doivent s'adresser au service de santé. Sinon que les effets secondaires sont minimes par rapport à l'intérêt qu'apporte ce produit-là. D'accord. Je vous laisse poursuivre avec la stratégie. Donc, on a parlé de la distribution des médicaments aux enfants. On a parlé de la CPS, qui est la sémioprévention du paludisme saisonnier. Il y a aussi le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. Et après le premier trimestre de la grossesse, et la femme enceinte doit prendre un produit qu'on appelle la SP, qui est du sulfate d'oxyne pyrimétamine, et chaque mois jusqu'à l'accouchement. Oui, je peux vous rassurer. Ça, je peux justement confirmer. Pour cette stratégie, on exige à ce que la prise soit supervisée. Okay. Ensuite, je pense qu'on est fini avec toutes les stratégies. Il reste presque la stratégie qui est la seule qui reste, c'est la vaccination du moins contre le paludisme qui vient d'être introduite depuis le 5 février passé. Et cette vaccination concerne les enfants de 5 mois. Et à partir de 5 mois, l'enfant doit recevoir 4 doses. Le 5e mois, le 6e mois, le 7e mois et le 15e mois. Contre le paludisme. C'est acté ça?
C'est fonctionnel? C'est fonctionnel pour le moment dans 27 districts du pays. Et au fur et à mesure, je pense qu'on va étendre ça à l'ensemble des 70 districts. Et quand on parle de stratégie de lutte contre le paludisme, stratégie même pour l'élimination du paludisme, si on veut étendre ça, vous avez entendu parler certainement du projet Target Malaria. Récemment, il y a des OSC qui ont fait une sortie pour contester parce qu'ils disent que les moustiques OGM largués un peu dans la zone là peuvent être à l'origine aussi d'autres maladies ou sinon peuvent aggraver le paludisme ou envoyer une autre forme de paludisme. Est-ce que au niveau du SP Palu, vous faites peut-être des recherches à ce niveau ou quel est votre avis? Concernant ce domaine, je dirais que toute intervention qui est faite au niveau du Burkina a été faite ailleurs et a peut-être prouvé que c'était des stratégies meilleures ou des stratégies sans effet secondaire majeur. Donc, c'est pour cela que je dirais que concernant Target, je n'ai pas tellement de réponse à dire puisque c'est un domaine bien spécifique et il y a des chercheurs qui sont là-dessus. Est-ce qu'au SP, justement, il y a des chercheurs qui travaillent, qui jettent un coup d'œil quand même à ce niveau? Oui, le SP travaille avec les centres de recherche. D'accord. Donc, on ne peut pas introduire quelque chose au Burkina sans que le SP ne jette un coup d'œil pour voir. Voilà. Merci. On va terminer par les conseils pratiques, M. Sorgho. À l'endroit des populations, c'est vraiment la période, comme on l'a dit, hein, le paludisme saisonnier, c'est vraiment la période puisque nous sommes dans la saison pluvieuse et généralement à cette période, il y a vraiment beaucoup de cas de paludisme au niveau des centres de santé. On se rappelle souvent même que certains centres de santé sont bondés de monde. Voilà, et la majorité, c'est pour le paludisme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le palud? Pour éviter le paludisme, je dirais d'abord qu'il faut assainir notre cadre de vie afin de diminuer la population des moustiques. Ensuite, il faut faire vacciner nos enfants contre le paludisme. Le vaccin est efficace et ça protège les enfants. Mais vous dites que ce n'est pas disponible dans tous les districts d'abord. Certes, ce n'est pas disponible dans tous les districts. À Ouagadougou, est-ce qu'il y a des districts concernés? Non, pas encore. Pas encore. On a introduit le vaccin d'abord dans les districts où l'incidence du palud est élevée. D'accord. Mais il y a déjà un plan d'extension qui est en cours et que peut-être d'ici la fin de l'année, on pourra couvrir l'ensemble du territoire. D'accord. Quand ça sera le moment, il faut vacciner les enfants contre le palud. Ouais. D'accord. Il y a aussi qu'il faut s'adhérer à toutes les stratégies, toutes les interventions de prévention que le SP Palu met en œuvre. Il s'agit de la CPS, la sémioprévention, du paludisme saisonnier. Il y a aussi le traitement intermittent sur la femme enceinte. Et enfin, il faut utiliser les miltas. D'accord. C'est les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Il faut utiliser les moustiquaires. Vraiment, pour dormir sous les moustiquaires. Ce n'est pas pour utiliser pour le jardinage. Oui, dormir sur les moustiquaires. D'accord. Merci pour ces conseils. On continue si... Oui. Parlant de la CPS, comme vous l'avez dit, je peux dire que le produit utilisé dans le cadre de la prévention du paludisme saisonnier, c'est le SP plus l'ammoniaquine. C'est la sulfadoxine pyrimétamine plus l'ammoniaquine. C'est un produit efficace. Quand même, il y a quelques effets secondaires, mais ces effets secondaires sont minimes. Vous avez parlé de vomissements, vous avez parlé de diarrhée. Effectivement, ça existe, mais ça protège plus que les effets secondaires que nous parlons. Donc, il ne faut pas refuser d'administrer ces produits-là parce que ça donne quelques effets secondaires minimes.
Et c'est ça que je dis que même le paracétamol, certaines personnes peuvent développer des effets secondaires. Quant à l'efficacité, j'insiste que le produit est efficace malgré qu'il est gratuit. Quand on dit gratuit, les gens ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui paye. Il y a des partenaires qui payent les produits pour qu'on administre gratuitement. Sinon, il n'y a pas de produit gratuit. L'État y met les moyens, les partenaires y mettent des moyens pour qu'on puisse avoir ces médicaments-là pour donner gratuitement aux enfants. D'accord. Donc ça ne veut pas dire que c'est gratuit ou ça on ne paye veut pas. pas dire que c'est gratuit ou on ne paye pas. Quelqu'un paye ailleurs. D'accord. Voilà. Donc ne dites pas que c'est pas bon parce que c'est gratuit. C'est pas gratuit, les gens payent. C'est parce que c'est pas celui qui prend les produits qui débourse l'argent. Voilà. Donc à Ouagadougou, il faut qu'on s'attende à voir les agents de santé communautaire à partir du 20... C'est du 26 au 29 juillet. D'accord, 26 au 29 voilà, juillet. le premier passage dans la région du centre. D'accord. Merci beaucoup, M. Sorgo. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de vous remercier de nous avoir invités pour parler du paludisme. Et la communication fait partie également de la lutte contre le palud pour nous. Et nous sommes ravis d'être avec vous ce matin. Et j'invite l'ensemble de la population à utiliser, à dormir du moins sur moustiquaire et surtout à assainir leur cadre de vie afin de diminuer la population des moustiques. La population des moustiques. Vous avez compris, non? C'est population même de moustiques. C'est pas que des moustiques. Ça veut dire que les moustiques, là, c'est carrément une population. Et si vous laissez les eaux stagner, vous risquez donc d'avoir beaucoup de moustiques. Merci beaucoup, M. Sorgo. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci bien. Donc, restez avec nous. Je vous invite à assainir votre espace, votre cadre de vie et de travail. C'est important. Et comme M. Sorgo l'a dit, dormez sous les moustiquaires, au moins ça va vous protéger. Voilà, merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et pour accompagner M. Sorgo, je vous invite à écouter donc un Burkinabé vivant donc à Paris. Il a un événement. Et nous avons décidé justement donc de parler de cet événement-là. C'est une journée culturelle qui vise à réunir les Burkinabés. Donc, je vous invite notamment à suivre l'entretien ou disons l'intervention donc de Monsieur Adama Sana, qui est Burkinabé résident à Paris, donc en France, et promoteur d'événements culturels. L'idée nous est donnée d'organiser les journées culturelles et artistiques de la diaspora. Quand on sait que ici en France, on est la plupart du temps les Burkinabés. Quand tu dis que tu es Burkinabé, on dit qu'on ne connaît pas beaucoup de Burkinabés. Et voilà, on a des amis qui quittent d'autres villes de la France pour venir sur Paris, pour voir leur famille ou leurs amis. Et souvent on se retrouve entre quatre murs pour discuter. Et donc l'idée nous est venue comme ça de se regrouper entre amis d'abord pour partager l'expérience de tout un chacun. Quand on sait que les Burkinabés, on est dans plusieurs domaines, que ce soit la santé, la communication, la sécurité, et etc., etc., ainsi de suite. Et voilà, on s'est retrouvés au parc de Romainville. Pour la première fois il y a 9 ans de cela, pour ne pas dire plus même. Et on a contacté la mairie de Romainville pour savoir si on pouvait organiser une rencontre avec la communauté burkinabé. La mairie de Romainville nous a accordé le parc de Romainville. Donc c'est comme ça qu'on a fait la première édition. Tout en sachant qu'il y avait d'autres personnes qui allaient venir d'autres villes de la France, ou d'autres villes européennes aussi. Et comme ça, on a fait la première édition, la deuxième, la troisième, et jusque là, maintenant, on est à la quatrième édition. Et chaque édition, on le fait au mois de juillet, c'est-à-dire la première ou la deuxième semaine du mois de juillet. Parce que la deuxième semaine du mois de juillet, c'est la fête, en fait ça tombe souvent soit le 13 ou le 14, quand on sait que
La fête nationale française, c'est la deuxième semaine du mois de juillet. Donc il y a d'autres personnes qui quittent les autres villes européennes et françaises pour venir sur Paris pour assister à la fête nationale de la France. Donc c'est comme ça on a eu l'idée d'organiser les journées culturelles et artistiques de la diaspora. Alors pour ce 6 juillet, du côté du parc de Romainville, on a essayé de mettre les petits dans les grands en invitant des artistes africains et burkinabés en particulier. Pour cette année, on aura Jakassa, on aura l'artiste Yoni, on aura aussi Jules Ouedraogo, qui est le petit frère de Marcelo Ouedraogo, voilà. Lui, on l'appelle Mister Zunzande. On aura aussi l'orchestre du Burkina. On aura l'orchestre du Burkina quand on sait que les musiciens burkinabés ils sont regroupés en association. Vous avez Ahmed Sissé qui est le fils on va dire Abdoulaye Sissé, voilà, le fils Abdoulaye Sissé. On a Karim, ils se retrouvent chaque week-end pour faire du live. On aura aussi la troupe traditionnelle Bembaya. Voilà, on aura la troupe traditionnelle Bembaya qui va venir avec les djembés, les balafons, les dundoun, les benré pour faire honneur au Burkina Faso. Voilà. Cette année aussi, du côté de la journée culturelle et artistique de la diaspora, comme je disais plus haut, on a essayé de mettre les petits dans les grands en invitant nos enfants, c'est-à-dire les petits garçons et les petites filles, pour les initier à la coiffure africaine, plus précisément la coiffure burkinabé. Voilà, et aussi les apprendre les langues du Burkina Faso. C'est vrai, nos enfants sont ici, c'est le français, c'est l'anglais, mais la plupart du temps, ils ne parlent pas le moré, le djoula, le foufuldé, le gourmandchema. Donc, on a essayé d'initier ce projet-là pour nos enfants, pour qu'ils apprennent nos langues. Et aussi, on aura aussi des conteurs qui vont venir les raconter les histoires du Burkina Faso. Et de ce côté-là, franchement, on les dit, on les invite, tous les petits garçons et toutes les petites filles à venir avec leurs parents, bien sûr, pour qu'on les apprenne les tresses africaines et les langues aussi du Burkina Faso. Donc voilà à peu près ce que je peux dire pour cette année, la journée culturelle et artistique de la diaspora qui se passe du côté de Pâques de Romainville. Voilà, c'est sur la ligne 5. Pour ceux qui connaissent un peu Paris, c'est sur la ligne 5 et puis l'arrêt c'est Raymond Queneau. C'est à 10 minutes, le parc de Romainville est à 10 minutes de l'arrêt du métro Raymond Queneau. Donc j'invite toute la communauté africaine, plus précisément celle du Burkina Faso, à faire le déplacement pour découvrir les mets du Burkina, quand on sait que on aura du goré, du babenda, du zamné, du poulet au rabilé et aussi pas mal du souma, pas mal de benga, voilà, pas mal de mets du Burkina Faso qui seront servis par nos mamans, voilà, par nos mamans quand on sait que on a une compatriote, on l'appelle Mémé, Madame Belviré, qui sera là avec toutes ces casseroles pour nous préparer sur place les mets traditionnels burkinabés. On aura aussi pour cette 9e édition on va désigner la plus belle tenue portée c'est-à-dire que ce soit en faso d'Anfani, que ce soit en Kokodonda, la plus belle tenue traditionnelle qu'on va récompenser. Du côté des mets locaux aussi, il y a plusieurs personnes qui viendront aussi présenter et on va dire pas le plus beau mais le plus délicieux plat, voilà, qu'on va récompenser aussi.
Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette 9e édition des Journées culturelles et burkinabé de la diaspora. On va dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, je tenais à dire grand merci à Savan Media, merci aux techniciens, merci à tous les responsables des différents services, merci à la direction générale, merci à toutes et à tous, merci à la communauté burkinabé résidant du côté de la France, merci à toutes ces personnes qui vont faire le déplacement d'autres villes européennes pour venir assister à la 9e édition des Journées culturelles et artistiques de la diaspora. Vous écoutiez à l'instant donc Monsieur Adama Sana, qui est promoteur d'événements culturels au niveau donc de Paris. Il s'agit donc de la JICARD, donc la Journée culturelle et artistique de la diaspora. Donc la diaspora burkinabé vivant surtout à Paris. Alors nous vous invitons donc à vous procurer de cette journée-là, ceux qui vivent surtout à Paris. Merci beaucoup à vous, Monsieur Adama Sana, pour l'intervention au téléphone. Donc, merci. Et pour la suite, nous marquons une petite pause, le temps de poursuivre. Nous sommes à présent, bien sûr, donc pour sécurité routière avec Monsieur Nema Palinfo. Il est moniteur à Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis. Bonjour, oui, bonjour Monsieur madame. Palinfo. Bienvenue. Merci. Alors, on poursuit avec les causes des accidents de la circulation. Oui, c'est ça. On a parlé de l'excès de vitesse, La fatigue. la fatigue, voilà, on a parlé de la fatigue d'abord, et aujourd'hui on va parler de l'alcool. Voilà. L'alcool aussi qui est une des causes des Majeure. accidents mortels. Oui, c'est ça. Comment se manifeste un signe, disons les signes d'un conducteur ivre? D'accord. Donc, je vous remercie déjà pour le plateau. Bon, on va revenir un peu. Quand est-ce qu'on dit qu'un conducteur est ivre au volant? D'accord. Bon, il ne faut pas regarder avec l'œil comme ça. Il y a d'autres, quand ils ont bien bu là, c'est en ce moment qu'ils sont très sereins. D'autres aussi, les signes là se manifestent autrement. D'accord. Okay. Il n'y a que le test là. C'est le test qui permet de déterminer si le conducteur est ivre ou pas. Donc, lorsque, après le test d'alcoolémie là, le test révèle un taux d'alcool là, qui est au-delà de 0,50 mg par litre et allant jusqu'à 0,80 mg par litre. Donc, en ce moment, le conducteur est jugé ivre, donc il n'est plus en état pour prendre la route. Alors, en général, qu'est-ce qu'on utilise pour le test? Donc, il y a 3 appareils qui sont indiqués pour cela. Le premier appareil, là, c'est ce qu'on appelle l'alcotest. Est-ce qu'on peut venir aux images de... Voilà, celui-là. Vous voyez, bon, on va retirer les bouchons là, jaune et bleu. Okay. Maintenant, vous voyez qu'au milieu, il y a un liquide jaune en réalité qu'on met là-bas. Maintenant, il y a une partie là, on va faire que le conducteur souffle à l'intérieur. Okay. Une fois qu'il souffle, après, maintenant, l'agent va secouer l'appareil. Ah oui, voilà. Ça marche comme ça. Voilà, donc après, ils vont secouer l'appareil pour ce qui est de l'alcotest que je venais dont on est en train de parler. D'accord, c'est plusieurs types. Donc, on revient à la première image, parce que l'explication concerne la première image. Ça veut dire que le conducteur va souffler. Il va souffler dedans. Une fois qu'il a soufflé, l'agent va secouer. S'il secoue maintenant que ce liquide précédemment jaune là, si ça se transforme maintenant en bleu, donc il est testé positif à l'alcool. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a d'autres appareils aussi, c'est l'alcotest. Plus sophistiqué, ok. Bon, voilà, mieux que l'autre, il y a l'alcotest. D'accord, lui, on peut passer aussi quelques images de ça. C'est celui-là? Voilà, il y a ça, il y en a encore d'autres. Voilà, tout ça. Okay. Alors, la différence maintenant avec l'autre là, bon, c'est que lui, il est muni de testeurs lumineux, d'accord? Une lumière verte et puis une lumière rouge, qui sont des voyants. Donc, dès le départ, rien n'est allumé. Mais maintenant, quand le conducteur va souffler là, donc une fois qu'il finit de souffler, que l'agent retire, si ça se trouve maintenant que c'est l'ampoule rouge là qui est allumée là, donc le conducteur est testé positif à l'alcool. Mais avec les 2 appareils là, ça ne nous permet pas de déterminer exactement le taux d'alcool du conducteur, alors qu'il y a un seuil qui est indiqué. C'est ce que je venais de dire là. Bon, ce qui fait que le code de la route n'a pas dit que celui qui a bu de ne pas conduire. Il dit que c'est celui qui a bu et qui atteint le taux indiqué. Donc ça fait un peu que souvent il y a l'embrouille entre les usagers de la route là et puis les agents de force de l'ordre. Bon, il va dire qu'il a bu mais il sait qu'il n'est pas saoulé, mais on ne peut pas lui faire confiance aussi. Donc souvent il faut recourir au niveau des tests sanguins analysés. Donc on est revenu à un dernier appareil qui est beaucoup sophistiqué, qui est appelé éthylomètre. Donc l'éthylomètre,
Voilà, ça on peut passer aussi. Donc, l'éthylomètre, donc, allez. La prochaine image. Voilà. On passe Non, c'est pas celui-là, donc on passe encore aux images. Donc, la différence avec l'éthylomètre là, c'est que lui, il est muni, voilà là, il est muni du testeur là, donc les deux ampoules là. Okay. Et en plus, maintenant, vous avez le tableau là, le tableau numérique comme ça. Une fois que le conducteur souffle dans l'appareil, donc vous verrez s'il est testé positif à l'alcool là, l'ampoule rouge va s'allumer. Et maintenant, en quelques secondes là, vous verrez que l'appareil va indiquer sur l'écran là le taux d'alcool exact contenu dans le sang du conducteur. Donc ça devient facile. L'agent va comparer ce qu'il a vu sur l'écran là par rapport au taux qui est indiqué pour décider si l'intéressé va continuer la route en voiture ou pas. Voilà. D'accord. Alors, quels sont les risques possibles lorsque le conducteur est sous l'emprise de l'alcool? Les risques, bon, avant les risques, il faut même déjà que je vous parle des manifestations même, des signes de l'état d'ébriété. Okay. D'accord. Alors, donc, comment même savoir même que le conducteur, là, quand il est sous, comment ça se manifeste. D'accord. Donc, tout d'abord, vous allez voir les troubles de vision. Donc, les troubles de vision, donc, ça fait que l'alcool va altérer maintenant ses facultés mentales, là, qui fait que bon, il n'arrive plus à bien voir en réalité sur la route. Donc, sa vision devient floue. Alors, donc, vision floue là va conduire automatiquement à quoi? Le fait qu'il n'arrive même plus à distinguer clairement même les choses sur la chaussée. Vous voyez un peu, il voit flou. Donc, maintenant, il n'arrive plus à distinguer les choses sur la chaussée. Ça joue maintenant sur sa manière de conduire. D'accord. La conduite devient difficile. Vous allez voir que par moment, il balance à gauche, il revient à droite, il somnole en réalité. Donc, c'est l'alcool qui prend effet comme ça. D'accord. Donc, oui, voilà, on continue. Voilà, donc l'état de somnolence l'a fait maintenant qu'il n'arrive plus à avoir une bonne conduite sur la route. Il partage difficilement la route là avec les autres usagers. D'accord. Donc il devient maintenant un danger notoire en ce moment. Donc maintenant le troisième élément aussi qu'on peut ajouter là, il y a la surestimation de soi. Vous voyez quand quelqu'un est saoulé là, on voit que ça ne va pas, mais c'est en ce moment qu'il dit non, qu'il n'y a rien. Il est maître de la route. Pourtant, ça ne va pas. En ce moment, il prend des risques énormes. Vous allez voir qu'il devient très téméraire. Il y a ces manœuvres qu'il peut effectuer là. Souvent, les dépassements là comme ça, il voit que c'est serré, mais il va forcer parce qu'il n'a plus peur en réalité. Donc, c'est l'alcool qui fait Quand la raison a quitté la personne, là, c'est comme ça. Donc, vous voyez, à peu près, ce sont les signes, les manifestations. Bon, on va ajouter aussi l'écart maintenu entre les véhicules là. Dans les émissions passées, j'avais parlé de distance de sécurité. D'accord. Donc, quand on est saoulé maintenant, on n'arrive plus à évaluer à peu près une bonne distance avec celui qui nous précède. Et facilement, comme ça, on peut lui rentrer dedans. Voilà, grosso modo, là, les signes de manifestation de quelqu'un qui est ivre au volant. D'accord. Les risques maintenant, on continue avec les donc, risques. si je reviens maintenant, les risques, là, bon, voilà, c'est ce que vous voyez comme les ça. Accidents. C'est ça. Donc, il va somnoler et un coup, il revient. Donc, comme j'ai dit, s'il bascule dans l'état de somnolence, là, ça va conduire rapidement au sommeil. Par moment, maintenant, il perd le contrôle, il dort au volant. En dormant au volant, maintenant, voici le risque, c'est quoi? S'il quitte sa voie, maintenant, pour se retrouver dans la voie de la circulation inverse, il y a de fortes chances que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient en face, qu'il y ait collision. D'accord. L'autre aussi risque là, c'est quoi? C'est que même s'il y a personne qui vient, il peut quitter la chaussée même pour aller dans le décor. Oui. Voilà, dans ça, il peut aller se heurter contre tout autre obstacle. Voici en gros. Donc c'est ça, c'est les accidents. Voilà, c'est ça. Et bien, voilà, les accidents et puis malheureusement aussi des blessés parce qu'il ne faut pas occulter le fait, là on prend des exemples de personnes en voiture, mais il ne faut pas occulter le fait, surtout au Burkina Faso, que beaucoup, certains aussi conduisent, enfin roulent des motos, mais ayant bu. Voilà, c'est ça. Oui, mais celui même qui est dans la voiture, même ça vaut mieux. Peut-être qu'il peut faire l'accident et avec le système des airbags et autres là, bon, peut-être que ça peut lui sauver la vie. Mais quand tu es en moto et puis tu es ivre, ça c'est carrément, tu t'es laissé à toi-même. Hein. Vraiment, si tu t'en sors de ça, c'est Dieu qui t'a sauvé. Alors, quelle est la conduite à tenir lorsque justement on voit qu'il y a une manifestation d'état d'ébriété ou d'ivresse? D'accord, donc je vois. Okay. La première des choses à faire lorsque vous conduisez, en tant que vous sentez que ça ne va pas, d'accord, vous sentez l'alcool qui monte, ça ne va pas là, cherchez à serrer en bordure de voie. Si vous avez la possibilité d'atteindre un parking public, le parking le plus proche, allez-y. Si ça ne va pas, serrez immédiatement à votre droite en bordure de chaussée. Pour faire quoi? Bon, vous pouvez appeler un proche
qui peut venir vous dépanner en conduisant le véhicule pour vous, ou bien si lui aussi il est véhiculé, vous laissez la voiture là-bas et puis vous ramène à la maison. Demain, vous pouvez venir chercher le véhicule. Ou bien aussi, vous pouvez garer comme ça, coucher les sièges là et puis dormir. Ok. Voilà, ça c'est la deuxième solution. Ou bien, troisième solution aussi, là, garer et puis appeler par exemple un taxi qui viendra vous prendre. D'accord. Bon, ça, on parle des pays développés où il y a les numéros des taxis. D'accord. Il y a aussi une autre solution là, c'est de prendre les transports en commun. D'accord. Vous garez. Voilà, si vous attendez que les métros, les bus là, ça passe, vous pouvez rentrer tranquillement chez vous et puis revenir prochainement pour chercher votre véhicule. C'est important aussi de parler de ce que la loi dit concernant la conduite d'ivresse là. Et effectivement, bon, la loi sanctionne. La loi sanctionne. D'abord, les sanctions là sont de divers ordres. Voilà, donc premièrement, il y a la sanction pénale. La sanction pénale, là, par exemple, je vais prendre le cas du Burkina. Ici, carrément, la loi dit que celui, par exemple, qui est pris, donc en conduit sous l'effet de l'alcool, ou même qui a fait un accident et que ça s'est révélé qu'il était sous la conduite d'alcool, là. Donc, la loi le juge peut le condamner à une peine d'emprisonnement allant au moins 1 mois à 1 an, avec paiement d'amende qui peut s'élever de 50 000 à 300 000. Donc, ces deux peines-là peuvent être cumulées. Ça veut dire que vous faites la prison et vous payez en même temps l'amende, comme ça peut être de façon indépendante. D'accord. Voilà, alors, M. Palemfo, notre temps est terminé. Hein? Oh là là. Quel sera votre mot de fin? Parce qu'il faut appeler que la conduite sous l'état d'ivresse est interdite. Vous ne devez pas prendre le volant lorsque vous êtes ivre. Ça, c'est vrai. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Voilà. Merci beaucoup, M. Palemfo, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que M. Neymar Palemfo est moniteur à Victoire Auto-École. C'est notre partenaire de tous les vendredis. Maintenant, on va accorder quelques minutes à Honoré pour terminer justement l'émission avec la chronique Les rendez-vous du week-end. Honoré Onadia est bien installé sur ce plateau. Bonjour Honoré. Bonjour à toi et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et vu que nous sommes vendredi, nous vous souhaitons un bon Juma Moubarak, qu'Allah exauce nos différents vœux et fortifie tout en chacun de nous. Amina, rapide. Alors, Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec le concert live de l'artiste Jason. Tout à fait, l'artiste qui va réunir parents, amis et connaissants demain du côté de l'espace culturel de Dogo à Samandin. À l'état civil, se prénomme Fredargo Frédéric, qui a été bercé et qui a été depuis sa tendre enfance par des tubes comme Bob Marley, Lucky Dubé, Peter Tosh, Roger Wango. Alors c'est celui-là qui, après la sortie de son tout premier album baptisé Ki Kanga, entièrement enregistré en live, qui a vu son travail couronné parce qu'il a été nommé dans 2 catégories lors des Marley derniers, à savoir le Marley de la révélation et bien sûr le Marley du meilleur concert. C'est ce dernier qui vous donne rendez-vous demain, pour vous dire merci pour vos différentes contributions, mais également pour déparpiller, je pourrais dire, ou vous présenter son tout premier album baptisé Kanga, qui a vu la participation des Nourat et des Lions du côté bien sûr de l'espace Dodogo culturel de Dogo, précisément à Samandin. Alors il faut rappeler qu'il ne sera pas seul, il sera accompagné du groupe S-Rider et bien sûr de Moas Dadis. Alors c'est un concert qui est entièrement en live, puisque c'est un monsieur pour qui le live n'a plus de secret. Alors nous allons vous demander de débourser la somme de 1000 francs CFA et à partir de 21h, on se donne rendez-vous pour vivre pleinement la prestation live de cet artiste qui n'est plus à présenter au Méloman burkinabé, mais un artiste que l'on doit soutenir parce qu'il valorise notre culture. Et ici, après l'événement musical, vous pouvez également aller au ciné Nerwaya, au ciné Burkina, parce qu'il y a des films au programme. Tout à fait. Du côté du ciné Nerwaya, c'est le film baptisé Le Piège que l'on vous propose. Un film de Deka Michael Kambou. Un film qui a commencé ses projections depuis le premier, qui continue son bon nombre de chemins jusqu'au 7, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 francs et 2500 francs. Donc c'est l'occasion pour nous de demander à toutes ces personnes-là qui ne l'ont pas encore suivi et qui aimeraient en tout cas passer d'excellents moments, pourquoi pas en famille, entre amis,
de vous déplacer du côté du ciné Nervoya pour vivre pleinement la projection du film Le Piège. Et du côté du ciné Burkina, c'est le film de notre frère africain qui n'est autre que Owell Brown. C'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 15h30, 20h30 et 22h30. Voilà, au prix d'entrée de 2000 francs et 2500 francs. Alors, pour vous rappeler que voilà un film qui a vu la participation d'acteurs burkinabés tels Isaka Sawadogo, qui n'est plus à démontrer, démontrer en tout cas à tous ces cinéphiles burkinabés, mais également de Adrienne Cotouin qui est une Ivoirienne, et bien sûr Bruno Harry. Donc c'est le film baptisé Maman, ce film de OL, voilà Brown que l'on vous propose du 1er au 7 du côté bien sûr du ciné Burkina, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. On termine par les rendez-vous de la maison, Honoré. Les rendez-vous de la maison, c'est déjà le rendez-vous à partir de 11h avec votre émission Cadeau du jour qui va vous permettre, voilà, toutes ces personnes-là qui vont appeler et qui vont nous donner la bonne réponse de repartir à la maison avec un cadeau. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour participer à l'émission. Et sur la télé, nous proposons la rétrospective des actualités du Sonri, l'émission Sonri. Cette émission matinale qui vous donne toutes les informations sur Savane TV. La rétrospective vous est proposée le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30 sur la télé. Et bien sûr, à la radio, puisque c'est un média que l'on est, dans un média que l'on est, à la radio, nous vous proposons cette rétrospective le dimanche à partir de 6h. Et pour ce qui est de la rétrospective des pensées et des proverbes partagés par le PDG himself, nous vous donnons rendez-vous le samedi à partir de 6h, de même que le samedi à partir de 6h du côté de la télé, avec bien sûr Rasmane Nikema, le capitaine El Maestro, qui viendra vous partager cette information. Mais également, c'est ce grand rendez-vous de l'information, voilà, avec le directeur de l'info. C'est demain sur l'ensemble du média à partir de 8h. C'est votre émission 100 minutes pour comprendre qui va recevoir un invité, pas des moindres. Il s'agit bien sûr du coach Simon Ouedraogo qui va venir échanger avec le directeur de l'information entre la personne de El Hadj Soumaïla. Donc nous allons vous demander voilà, de rester scotché soit devant vos écrans ou rester à l'écoute voilà, devant votre poste radio pour profiter pleinement de ces informations qu'ils vont partager. Donc Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire des rendez-vous du week-end. Merci à toi Honoré Merci pour ces informations. Merci à vous également fidèles téléspectateurs de votre fidélité. On s'arrête ici pour cette semaine. On dit merci à l'équipe de semaine. Réalisation cette semaine assurée par Noufou Bonkongo. Au son c'était Joseph Kaboré et Ernest Zida pour cette semaine. Laura toujours à la production. Cette semaine au maquillage c'était Aurélie Somtoré et Nathalie Qualga. Donc on vous dit à tous merci. Merci à la rédaction et à tous les techniciens. À la diffusion également, on dit merci. Et rendez-vous lundi, Inch'Allah, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Portez-vous bien. Restez fidèles au programme de Savane TV. Bon week-end.